Pompano Beach, petit coin paradisiaque de Floride et ville natale de Brian Houlton. C'est une station balnéaire où il fait bon vivre. Mon enfance a vraiment été pleine de joie et d'insouciance. Brian est le fils unique de Robert et Yvonne, des parents aimants et bienveillants. Mes parents aimaient beaucoup voyager et ils m'emmenaient partout avec eux. J'ai eu une chouette enfance et ils m'ont offert une belle vie pleine de possibilités. Ma mère était très joyeuse. C'était une vraie battante. Parfois un peu trop d'ailleurs. Mais c'était aussi une vraie mère poule. Sa relation avec Brian était parfaite. Elle aurait fait envie à n'importe qui. Yvonne aime la vie en famille et entretient une relation privilégiée avec ses sœurs et leurs enfants. Elle travaille comme graphiste dans une entreprise de construction de la région et elle adore son métier. Yvonne travaillait pour moi, mais avec le temps, on était devenus très proches. Avec Hélène, on était inséparables toutes les trois. On nous surnommait les trois mousquetaires. Yvonne était très inventive. Elle adorait créer des choses et voir que les gens les appréciaient ensuite. Elle se montre tout aussi créative durant son temps libre. Elle peignait en amateur pour son plaisir. Elle faisait de jolis tableaux de la plage, par exemple. Si Yvonne est une artiste, son mari Robert, quant à lui, a la fibre des affaires. Mon père a monté plein de boîtes différentes. Dès qu'il trouvait que son activité devenait monotone, il passait à autre chose. La vente, l'immobilier, l'informatique, il a touché à tous les domaines. You know, we could be making money with that level of talent. C'était des esprits libres tous les deux. Okay. Les gens créatifs ont souvent du mal à supporter les contraintes d'un métier traditionnel. Ils ont besoin d'une plus grande liberté d'action. If you change your mind, I could get a business strategy together. Robert aimait prendre les choses en charge et ça plaisait beaucoup à Yvonne. Elle l'a toujours soutenu, quoi qu'il entreprenne. You look fabulous, Robert. Robert était très intelligent et il avait des opinions bien arrêtées. Il prenait soin de son apparence. En société, il pensait toujours être le plus malin. Mais il restait sympathique. But friendly. You gotta look the part to play the part. Mariés depuis 30 ans, Yvonne et Robert sont ravis de célébrer le mariage de leur fils en 2005. Ma mère était aux anges le jour de mon mariage. Elle était enchantée que son petit garçon se marie et elle aimait beaucoup ma femme. C'était le mariage parfait pour le fils parfait d'un couple parfait. Voir son fils épouser une jeune femme si charmante, ça la rendait très heureuse. Vraiment très heureuse. Leur fils ayant pris son envol, les Houlton passent davantage de temps dans leur établissement préféré, le casino. En 2008, ils revendent la maison familiale et partent jouer au poker à travers les États-Unis. Ils ont loué un camping-car pour voyager. Yvonne avait toujours rêvé de voir du pays. Ils voulaient parcourir les États-Unis et aussi jouer au poker à l'occasion. Après une année passée à sillonner le pays, ils reviennent en Floride, où Robert investit leurs dernières économies dans une nouvelle start-up. Ils aimaient prendre des risques tous les deux. Au quotidien, ils dépensaient le moins d'argent possible pour pouvoir investir un maximum dans leurs projets à venir. Comme ils disposent seulement d'un petit budget pour se loger, ils décident d'innover. Ils ont acheté un local dans un entrepôt en copropriété. Au rez-de-chaussée, il y avait des ateliers et à l'étage, un grand appartement où ils se sont installés. Ma mère l'a bien aménagé. Elle a refait la déco et mis des tapis partout. Et c'est devenu un endroit très accueillant. Tandis que le couple retrouve avec plaisir la vie en Floride, Yvonne reçoit une terrible nouvelle. Son neveu Sean vient de mourir d'une overdose.
C'est une histoire très triste. Mon oncle et ma tante avaient une fille et 2 fils qui étaient junkies tous les deux. Sean a fini par mourir d'une overdose et Shane est parti en cure de désintoxication pour résoudre ses problèmes d'addiction et éviter de finir comme son frère. Shane est interné dans un centre de désintoxication de la région. Sa tante lui rend visite régulièrement. Comme tout le monde, ma mère voulait aider Shane à aller mieux. Elle voulait qu'il guérisse. Les 2 enfants de Brian sont là pour remonter le moral de leur grand-mère Yvonne. Elle adore s'occuper d'eux et se met en 4 pour leur faire plaisir. Okay, I'm gonna go for it. I'm gonna go for it. Come on, Mom, you can do it. It was Easter Sunday. On était le 4 avril 2010. C'était le dimanche de Pâques. Mes parents nous avaient invités à venir les voir chez eux. Ma mère essayait de faire des galipettes et mes enfants l'aidaient en la poussant pour qu'elle roule. C'était une belle journée et on avait tous beaucoup ri. Quand on est reparti, je me suis dit, on a vraiment passé un bon moment. Plus tard dans la soirée, Brian reçoit un appel de son père. Hey Dad. Brian, it's your mom. She's late. He's worried. Il est inquiet. Il est paniqué, il sait pas où elle est. She's not answering her phone and I'm really worried. When's the last time you saw her? What'd you guys do today? Okay, well, we went to the casino. It's gonna be great. Today is the day. He said, well, they went to the casino so he could play the poker. Il me raconte qu'ils sont allés au casino faire un tournoi de poker. Elle l'a déposé, puis elle est repartie avec la voiture pour aller voir mon cousin au centre de désintox. Elle devait repasser le prendre plus tard au casino. Mais quand Robert a fini de jouer aux cartes 3 heures plus tard, aucun signe d'Yvonne. Il décide alors de prendre un taxi pour rentrer chez lui. Depuis, il n'a aucune nouvelle d'elle. Je lui ai demandé, tu as essayé de l'appeler? She's just not answering her cell. It just rings. I'll come over and I'll pick you up and we'll go look, okay? I was like, fine, I'll come over. Je lui ai dit, je viens te chercher, on va retourner au casino. Pendant le trajet, je me suis souvenu qu'un mois avant, c'était ma mère qui m'avait appelé. Pratiquement pour la même raison. Elle s'inquiétait parce qu'elle n'arrivait pas à joindre mon père. Mais tandis que je roulais vers chez eux, elle m'avait rappelé pour me rassurer. Il vient de téléphoner, tout va bien, il avait éteint son portable parce qu'il était en réunion. Alors ce soir-là, exactement sur la même route, je ne pouvais pas m'empêcher d'espérer que mon téléphone se mette à sonner. Tandis que Robert attend son fils, il confie son inquiétude à son voisin, Adam Trigobov, qui bricole dans l'un des ateliers. Il a surgi d'un coup. Hey Adam. Il me dit, je suis inquiet. Je lui demande pourquoi, il me répond, j'ai pas de nouvelles d'Yvonne. J'ai appelé Brian, il va m'aider à la retrouver. Oh, I think that's him now. I'll see you around. Take care. Ils débutent leur recherche là où Robert dit avoir vu sa femme pour la dernière fois, au casino. On a commencé par le commencement. Si ma mère était revenue au casino, sa voiture serait forcément sur le parking. Et on pensait ensuite faire un tour à l'intérieur pour voir si elle était là. On est arrivé sur le parking du casino. Mon père avait le double des clés et il actionnait régulièrement la télécommande pour tenter d'apercevoir les phares du monospace. On a fait des tours sur le parking. On a parcouru toutes les allées à la recherche de leur voiture. Évidemment sans résultat. On est entré pour demander si quelqu'un l'avait aperçu, mais personne ne l'avait vu depuis 16 heures. Aucune trace d'Yvonne aux machines à sous. Mon père m'explique alors que ma mère avait prévu d'aller voir mon cousin Shane. Le centre de désintoxication est à seulement quelques minutes du casino. Mais quand ils arrivent, l'établissement est fermé et la voiture d'Yvonne introuvable. Ils reprennent alors leurs recherches dans les rues voisines. Il m'a dit, allons voir par là.
J'ai tourné à gauche et il n'y avait aucune voiture sur le parking. Alors j'ai continué en roulant tout doucement. On est passé devant ce bâtiment. Toujours sans succès. Mais soudain, la méthode de Robert porte ses fruits. Juste après cet immeuble, il a actionné la télécommande et boum, on a vu des phares s'allumer. Let me out here! Il est descendu de la voiture et moi j'ai fait le tour du parking. Je suis revenu me garer à peu près ici. Je suis allé vers lui et il a dit Il était dans tous ses états, il criait, il pleurait. C'est là que j'ai compris qu'on avait retrouvé ma mère et qu'elle était morte. Le corps d'Yvonne Houlton vient d'être découvert par son mari et son fils sur un parking isolé de la ville de Pompano Beach en Floride. What was that stuff emergency? Yeah, my mother was missing. We found her car. She's in a parking lot. Apparently, she's shot and killed. Please send somebody as quickly. Okay, stay on the line with me, okay? Oh my God. Please, just come quickly, please. Mon père sanglotait. Il était dans tous ses états. J'ai dû prendre la situation en main. C'est moi qui me suis occupé de tout. Alors que la police arrive, Robert s'effondre. J'avais très peur qu'il fasse une attaque ou une crise cardiaque. Il venait de perdre l'amour de sa vie. Une ambulance l'emmène d'urgence à l'hôpital. C'était la nuit du 4 avril 2010. Il était 1h du matin. On nous a appelés pour un homicide. Il y avait un monospace garé juste là, sur la deuxième place de parking. Quand je suis arrivé, ils avaient déjà délimité la scène du crime. Le corps inanimé d'une femme blanche était allongé sur les sièges arrière et il y avait du sang partout. Ça ne faisait aucun doute. Le meurtre avait été commis à l'intérieur de la voiture. Les premiers sur les lieux ont d'abord pensé à une mort par balle à cause des éclaboussures de sang. Une théorie rapidement démentie. Pour n'importe quel homicide, on fait venir un médecin légiste sur la scène de crime. Après quelques minutes, il a dit « Elle a été frappée à mort ». J'étais assis là, incapable de réfléchir. Je ne ressentais plus rien et j'avais perdu la notion du temps. Brian a du mal à croire qu'il y a seulement quelques heures, il faisait la fête en famille avec sa mère. On ne choisit pas son dernier jour, mais on aimerait tous le passer avec les gens qu'on aime. Ma mère a eu cette chance-là. Elle a passé le début de la journée à s'amuser et à rire avec mes enfants, c'était super. Après, elle nous a raccompagnés à la voiture, et la dernière chose que je lui ai dite, c'est « je t'aime ». Vraiment, on n'aurait pas pu faire mieux. Mais depuis, Yvonne a été brutalement assassinée. Et la police commence son enquête en interrogeant le fils de la victime. En cas d'homicide, tout le monde est suspect jusqu'à preuve du contraire. On avait besoin de savoir où ils se trouvaient avant leur arrivée sur ce parking. Ils m'ont demandé mon alibi. On avait dîné à la maison et regardé la télévision. Les relevés téléphoniques ont confirmé son histoire. À 3 heures du matin, le mari d'Yvonne quitte l'hôpital. Toujours bouleversé, il revient sur les lieux du crime pour les besoins de l'enquête. Quand j'ai parlé à Robert, il était dans tous ses états. Il tremblait et il sanglotait. Surmontant son chagrin, Robert parvient à retracer les différentes étapes de sa journée avec sa femme. On voulait connaître leur emploi du temps.
Ils sont allés dans une pizzeria. On a pu vérifier ça facilement. Il a dit qu'ensuite, ils étaient rentrés chez eux vers 17h30. Puis, ils ont joué au poker en ligne pendant 1h30. Leur voisin Adam confirme l'emploi du temps décrit par Robert. Robert s'arrête et me dit « Yvonne a eu une super idée, tu devrais venir jouer aux cartes avec nous. » J'ai répondu « Je peux pas, je dois finir ça. Ça m'aurait bien plu, mais j'ai pas le temps aujourd'hui. Une autre fois. » Elle l'a déposé au casino pour son tournoi de poker. Robert a donné de l'argent à Yvonne pour qu'elle puisse revenir jouer au casino si elle voulait, après avoir rendu visite à son neveu. Il lui a donné une liasse de $300 qu'elle a glissée dans sa brassière, sous sa chemise. Puis elle est repartie. Après avoir perdu le tournoi, Robert appelle sa femme pour qu'elle vienne le chercher, mais elle ne répond pas, alors il prend un taxi. Il pense qu'elle est rentrée et s'est endormie. Quand il arrive chez eux, sa femme n'est pas là et la voiture non plus. Brian est venu le chercher vers 22h. Ils sont retournés au casino, puis ils sont partis à la recherche du monospace. Ils ont fini par le retrouver dans un parking isolé. On leur a dit qu'on ferait tout notre possible pour comprendre ce qui s'était passé. Alors que l'aube se lève sur ce triste lundi de Pâques, la nouvelle du meurtre d'Yvonne se répand à travers la ville. Ça nous a fait un choc. Je me souviens que j'ai failli vomir quand je l'ai appris. J'ai dû m'appuyer à un mur tellement je me sentais mal. J'arrivais pas à le croire. Pauvre Brian, pauvre Robert. Qu'est-ce qu'ils allaient devenir? J'étais sous le choc, évidemment. Une de mes amies venait d'être assassinée. Quand on lit les faits divers dans les journaux, on ne s'attend pas à y trouver le nom d'un proche. Quand il arrive une chose aussi violente à quelqu'un qu'on aime, on se demande forcément si on aurait pu empêcher ça. Tandis que la police examine la scène du crime, l'inspecteur Cogan s'aperçoit qu'il y manque quelque chose. Robert a déclaré que sa femme devait avoir une liasse de $300 sur elle, glissée dans sa brassière, parce qu'elle n'aimait pas emmener son sac à main à l'intérieur du casino. Or, le sac à main n'est pas dans la voiture, et on ne trouve aucun billet dans sa brassière. Les enquêteurs commencent à penser qu'il pourrait s'agir d'un vol qui aurait mal tourné. Quelqu'un avait dû la suivre et la dévaliser pour ensuite abandonner la voiture dans un quartier désert. Il arrive qu'un braqueur se poste à la sortie d'un casino pour repérer ses victimes. Il n'a plus qu'à les suivre pour leur voler ce qu'elles ont gagné. C'est peut-être ce qui était arrivé à Yvonne. C'était la seule explication logique à ce moment-là. Je ne connaissais personne qui lui aurait voulu du mal. Elle avait forcément été victime d'un acte de violence aveugle. Un voleur l'avait peut-être suivi depuis le casino, puis il avait fini par la tuer. À la même période, il y avait eu des vols à main armée du côté de Boca Raton. Un homme avait menacé des femmes avec leurs enfants devant un centre commercial. Il les avait emmenés de force à un distributeur de billets pour leur voler de l'argent. Finalement, il y avait eu plusieurs victimes. J'ai pensé que ça devait être une histoire comme ça. Suivant la piste du braquage, Cogan part à la recherche d'éventuels témoins. Il commence son enquête de voisinage par le Blue Jay, un bar situé en face du parking où Yvonne a été retrouvée. J'ai interrogé le barman du Blue Jay et il m'a parlé d'un individu à l'allure suspecte qui avait rôdé un petit moment dans le parking d'en face. Il avait fini par repartir au volant d'un 4x4. Malheureusement, le témoin est resté vague dans sa description et il n'a pas été capable de m'en dire plus. Cogan espère que les caméras de surveillance lui donneront plus d'informations. On a remarqué que le Blue Jay disposait de 2 caméras donnant sur la rue. On espérait qu'elles fonctionnaient et qu'elles avaient enregistré quelque chose.
La première était pointée vers la 15e avenue et la seconde vers la 3e rue. Avec un peu de chance, une de ces caméras aura filmé des images de l'agresseur d'Yvonne. En visionnant les vidéos, Kogan tombe bientôt sur une séquence intéressante. Le monospace gris de Robert et Yvonne arrivant sur les lieux. On voit la voiture se garer, puis une silhouette en descend et fait les 100 pas juste à côté, comme si cette personne réfléchissait à ce qu'elle allait faire. Il est malheureusement impossible de déterminer l'identité de cette silhouette. Impossible de dire si c'est un homme ou une femme, ni de voir la couleur de sa peau. Mais en tout cas, on voit quelqu'un qui marche de long en large. L'inspecteur Kogan est convaincu qu'il s'agit de la personne qui a tué Yvonne. Dans une affaire d'homicide, ce genre d'indice est inestimable. Même si les images étaient floues et peu précises, elles ont constitué la pièce centrale de notre enquête. Elles nous ont donné l'heure d'arrivée du monospace sur les lieux du crime et une piste concrète à suivre. Maintenant qu'il dispose d'une chronologie plus précise, Kogan s'efforce de reconstituer les faits et gestes d'Yvonne après qu'elle ait déposé Robert au casino. D'après Robert, Yvonne avait prévu d'aller voir son neveu Shane dans le centre de désintoxication où il était interné à moins de 2 km du lieu du crime. On devait vérifier ça auprès de l'établissement en question. Le neveu était un suspect plausible, avec un mobile tout trouvé. Il avait un passé de délinquant et c'était un toxicomane. Il avait pu faire une rechute, frapper sa tante pour lui voler son argent et revenir au centre à pied en une quinzaine de minutes. Mon père a dit à la police qu'il n'avait pas confiance en Shane. Robert nous a dit que Shane était un toxico et qu'il le croyait tout à fait capable d'avoir tabassé sa tante pour lui voler son argent, même s'il n'avait peut-être pas eu l'intention de la tuer. On est allé au centre de désintoxication pour interroger Shane et déterminer le rôle qu'il avait pu jouer dans cette affaire. En discutant avec Shane, Kogan découvre une information surprenante. Yvonne n'est jamais venue le voir ce jour-là. Et quand je lui ai demandé s'il savait qu'elle devait passer, il m'a répondu « Ma mère ne m'avait rien dit ». Il ne savait même pas qu'elle devait venir. Il devient vite évident que Shane n'est pas impliqué dans le meurtre de sa tante. On a vérifié qu'il n'était pas sorti ce soir-là. Le couvre-feu était à 22 ou 23 heures et son camarade de chambre a affirmé qu'il n'avait pas bougé de là. Maintenant que sa seule piste s'avère être une impasse, l'inspecteur Kogan retourne visionner les images des caméras de surveillance du Blue Jay. Grâce à ces vidéos, on savait à quelle heure le monospace avait été abandonné sur le parking. Il fallait qu'on trouve d'autres caméras, par exemple devant chez eux. Kogan décide d'aller voir Robert pour reprendre avec lui la chronologie des faits. Il en profitera aussi pour lui montrer les images des caméras de sécurité. Je me gare devant chez lui et je l'appelle. Je lui explique que j'ai une vidéo de surveillance à lui montrer. Est-ce qu'il est chez lui? J'étais garé devant sa porte. Il me répond « Non, je suis chez Brian, on fera ça à un autre moment ». J'ai décidé d'appeler Brian. L'inspecteur Kogan m'a expliqué qu'il voulait parler à mon père. Il m'a demandé à quel petit jeu on jouait tous les deux. J'y comprenais rien. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Il veut juste te parler. Tout ce qu'il veut, c'est trouver qui a tué maman. Il était hystérique. Brian m'a dit « Mon père est bien chez lui ». Il était en larmes et m'a demandé de venir. À partir de là, on était sûr que Robert était chez lui. Quand je suis arrivé, il n'avait toujours pas ouvert la porte. Très inquiet pour son père, Brian prévient la police qu'il possède une arme à feu.
L'inspecteur Kogan craint le pire. Robert a ouvert la porte parce qu'il pensait que c'était son fils. Une fois sur place, les policiers font une sinistre découverte. Il avait une arme à feu chargée avec lui. Quand ils ont trouvé l'arme, ils ont compris qu'il avait voulu se suicider. Tout faisait penser qu'il était sur le point de se tuer. Visiblement, Robert n'est pas en état de répondre aux questions de la police. Autour de l'entrepôt, Kogan remarque plusieurs caméras de sécurité. Il en réquisitionne les vidéos. En regardant les images des caméras postées autour de chez eux, on voit Yvonne rentrer avec son mari après leur dîner au restaurant, comme Robert nous l'avait expliqué. Après ça, il nous avait dit qu'ils avaient joué tous les deux au poker en ligne pendant 1h30. Or, sur la vidéo, on les voit ressortir ensemble après seulement une vingtaine de minutes. On sait donc qu'ils n'ont pas joué au poker pendant 1h30. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. 15 minutes plus tard, le monospace revient. Mais cette fois-ci, le siège passager est vide. Robert est seul à l'avant. On ne sait pas où est Yvonne. L'a-t-il déposé quelque part? Son histoire ne tient plus debout. La suite est encore plus inquiétante. La deuxième caméra montre Robert qui rentre chez lui. Quelques minutes plus tard, on le voit ressortir. Il a changé d'apparence. Il ne porte plus les mêmes vêtements. Quand il repart pour la deuxième fois, avec ses nouveaux vêtements, on le voit tourner à droite. Il prend la direction du Blue Jay et du parking où la voiture sera abandonnée quelques minutes plus tard. On a commencé à assembler les pièces et c'était pas beau à voir. Les vidéos mettent en évidence plusieurs incohérences dans la déposition de Robert. En interrogeant la famille et les amis, les enquêteurs découvrent également que la vie du couple n'était pas aussi idyllique qu'il y paraissait. En 2008, soit 2 ans avant le meurtre, Yvonne et Robert revendent la maison familiale et partent sur les routes en camping-car. Quand ils reviennent en Floride, ils s'aménagent un appartement dans un entrepôt et c'est à ce moment précis que semblent naître les premières dissensions. It'll take a bit of work to make it cozy, but it's a great space. It's not zoned for residential. C'est pas un quartier résidentiel. Ils n'avaient pas le droit d'habiter dans ce lieu. C'est très étonnant qu'ils aient pu vivre là-bas si longtemps sans avoir de problème. Je crois pas qu'Yvonne était heureuse là-dedans. C'est à ce moment-là que les disputes ont commencé. On sentait bien qu'il y avait des tensions entre eux à l'époque. What's the matter? Well, it's just not like where we used to live. We discussed this. Ma mère était visiblement moins heureuse qu'avant. J'ai fini par comprendre qu'il n'avait plus beaucoup d'argent. We're on a tight budget, Yvonne. Come on. This is meant to be part of the adventure. I know, it's just that I'm having second thoughts, that's all. Avant ça, ils vivaient dans une belle maison, près du canal, avec un bateau et plusieurs voitures. Leur niveau de vie avait baissé de façon spectaculaire. This is the plan and I expect you to make it work. Yvonne était très contrariée par leur nouvelle situation. Alors que leur situation financière se dégrade, leur passe-temps favori devient un sujet de dispute. Let's cash in. No, let's play one more. Robert. Yvonne, don't embarrass me. J'ai appris qu'ils avaient des problèmes d'argent. Apparemment, Robert perdait beaucoup au casino. Il allait jouer au poker quasiment tous les jours. Yvonne essayait de le retenir, mais ça ne l'arrêtait pas. Robert, you're gambling too much. I don't decide that. Je pense que Robert a toujours eu un besoin viscéral de tout contrôler autour de lui. À mon avis, Yvonne a fini par refuser que son mari lui impose ses 4 volontés. Another game? Yeah. 3 jours après le meurtre d'Yvonne,
Adam, leur voisin, reçoit un étrange appel de Robert. C'était vraiment bizarre. Mon téléphone sonne, c'est Robert. Il me demande, tu crois que nos voisins ont donné les vidéos de leurs caméras de sécurité à la police? Je lui réponds, je sais pas Robert, mais je suis sûr que tout le monde fera ce qu'il faut pour aider les enquêteurs à découvrir la vérité. Et là, il me dit, il faut que j'y aille. Et il me raccroche au nez. Grâce aux images de plusieurs caméras de surveillance, l'inspecteur Jeff Coogan retrace peu à peu les dernières heures tragiques de la vie d'Yvonne Houlton. Robert et Yvonne sont rentrés chez eux. On pense qu'ils se sont disputés pendant quelques minutes, puis ils sont ressortis et ont repris leur monospace. Selon nous, Robert s'est ensuite garé derrière l'entrepôt où il vivait et il l'a assassiné dans la voiture. Quand il revient, on voit qu'Yvonne n'est plus sur le siège passager. Robert rentre chez lui se changer. Et finalement, il repart en direction du Blue Jay, où la caméra de sécurité filme l'arrivée du monospace quelques minutes plus tard. Mais il faut encore prouver la présence de Robert sur le parking en face du Blue Jay. Je suis parti à pied de la scène de crime et j'ai marché vers la 3e rue, comme la silhouette sur la vidéo de surveillance. En regardant sur ma gauche, j'ai aperçu une autre caméra de sécurité installée à l'entrée du champ de course. On pouvait donc aller d'une caméra à l'autre. Je n'étais pas sûr que celle-ci fonctionnait. Elle était là depuis 30 ans. Mais en fait, elle marchait très bien. Sur les images qu'elle a filmées, on peut voir Robert qui marche vers l'ouest, vers le casino, avec un pull à la main. Quelques minutes plus tard, on le voit franchir la porte du casino. C'est Robert, ça ne fait aucun doute. Robert est placé en garde à vue pour être interrogé. On lui a montré les images des caméras. Il a dit qu'il ne répondrait qu'en présence de son avocat. I'm not saying anything further because I don't know what you're doing, but that stops right here. Okay. Même à l'époque, je n'ai pas cru ce qu'il racontait. J'espérais me tromper, mais je pensais que c'était lui le coupable. J'avais comme une petite voix dans ma tête qui me disait « Il y a quelque chose qui cloche ». Je devais annoncer à Brian que ce soir-là, il avait perdu ses 2 parents. Il allait perdre son père, parce que ça ne faisait aucun doute. C'était lui qui avait assassiné sa mère. J'ai montré tout ce qu'on avait à Brian, toutes les images qu'on avait extraites des vidéos de surveillance, et j'ai revu la chronologie des faits avec lui. Ils m'ont montré ces photos et ils m'ont dit « C'est lui le coupable. Ces images le prouvent. » Et moi, j'arrivais pas à y croire. Plus Brian y réfléchit, plus il se rappelle certains détails de la soirée du crime auxquels il n'avait pas fait attention sur le coup. Alors que je conduisais, il m'a dit « On va aller voir dans ces petites rues. » Il n'y avait aucune raison particulière d'aller explorer ces ruelles, mais bon, j'ai fait ce qu'il me disait de faire. Après, il a actionné la télécommande et boum, on est tombé sur la voiture de ma mère. Il y avait un talus d'herbe qui séparait la rue du parking. Et j'ai voulu rouler dessus pour aller voir la voiture. Mais il m'a dit « Ne fais pas ça, il y a un fossé. » À présent, Brian comprend que son père connaissait l'existence de ce fossé parce qu'il était déjà venu sur ce parking quelques heures auparavant. L'inspecteur Coogan a besoin d'un maximum de preuves pour consolider le dossier d'accusation.
Il autorise alors Brian à passer un moment seul avec son père dans la salle d'interrogatoire. Robert, out of courtesy, I'm allow you to speak to yourself for a few minutes, okay? On utilise rarement cette tactique, mais on n'est arrivé à rien avec Robert. J'ai complètement craqué à ce moment-là. Je me suis effondré. Non seulement ma mère était morte, mais c'est mon père qui l'avait tuée. Tout ce qui se dit dans cette pièce sera admissible comme preuve devant un juge. On les a laissés discuter, et en échange, on a enregistré ce qu'ils se disaient. C'était donnant-donnant. D'après Brian, Robert lui a surtout parlé d'un texte qu'il voulait absolument récupérer dans son ordinateur. La police se rend immédiatement chez Robert pour examiner son ordinateur portable. Il y avait un mot dessus qui disait à Brian de l'ouvrir. Le texte qui se trouvait dans l'ordinateur était une lettre de Robert adressée à son fils. Il y avouait son crime. Cette lettre est adressée à toi seul. Si tu lis ce texte, c'est que je suis mort. Pardonne-moi. Il semblerait que j'ai tué ta mère, mais je ne l'ai su qu'hier soir. Je suis vraiment désolé. Je vais rejoindre ta mère, je sais qu'elle est bien là où elle est. Je crois que mes nerfs ont lâché. Ta mère me rendait fou ces derniers temps. Elle n'en faisait qu'à sa tête. Il disait que tout est de la faute d'Yvonne. Elle l'agressait sans arrêt et le rendait responsable de tout ce qui n'allait pas. Qu'il s'agisse de leurs problèmes personnels ou professionnels, Robert lui mettait tout sur le dos. Par exemple, elle s'immisçait dans le travail de Brian et elle faisait tout pour l'éloigner de son père. C'était une histoire étrange et seul Robert en avait la clé. Les autres protagonistes ne peuvent qu'imaginer ce qui a pu pousser Robert à accomplir un tel crime. Quoi qu'il en soit, sa culpabilité ne fait plus aucun doute. Grâce aux résultats de l'autopsie, on sait qu'il a tué son épouse peu de temps après leur dîner au restaurant. Elle n'a pas eu le temps de digérer. Ça veut dire qu'elle est morte dans la demi-heure qui a suivi. On a retrouvé dans son estomac le repas que Robert nous avait décrit. Ils ont dû se disputer en arrivant chez eux. Robert, you've become more and more controlling, and I cannot go on living like this. You've got to stop blowing all of our money on business projects that don't work. And I'm sick of living in this warehouse and pretending I like it. That's enough. Quand ils sont repartis, ils se querellaient toujours. You never hit me before, Robert. I didn't hit you. Might as well have done. Let it go, Yvonne. No. I want a divorce. I'm leaving you, Robert. No, you're not. No, you're not, Yvonne. Yvonne, you are not leaving me. Il a fini par mettre un terme à leur dispute en la tuant. Je pense que ses nerfs ont lâché. Il est devenu fou furieux. Après avoir battu sa femme à mort, à l'aide d'une arme qui ne sera jamais retrouvée, Robert va tout faire pour brouiller les pistes. À ce moment-là, il est prêt à tout pour sauver sa peau. Aujourd'hui, Adam Trigobov repense avec horreur à l'échange qu'il a eu avec Robert cet après-midi-là. J'étais loin de me douter qu'au moment où il me parlait, Yvonne gisait morte à l'arrière du monospace à quelques mètres de moi. Il venait de la tuer. Il l'a assassinée, il s'est débarrassé du corps et il a fait semblant de le retrouver par hasard avec son fils. J'imagine qu'il s'est servi de moi comme alibi, en fait. À
Alors que le procès de Robert approche, son fils lui tend la main une dernière fois. Je lui ai dit, si tu reconnais tes responsabilités et que tu acceptes ta punition sans chercher à y échapper, alors on pourra continuer à se parler, toi et moi. Et tu pourras même peut-être revoir tes petits-enfants. Mais si tu contestes quoi que ce soit, c'est fini. À toi de choisir. Il a préféré nier ses responsabilités. En ce qui me concerne, mes deux parents sont morts le 4 avril 2010. Je me rappellerai toujours les derniers instants de ma mère avec nous à rire avec mes enfants. Et les derniers mots que je lui ai dit, je t'aime. C'est de ça que je veux me souvenir. Tes meilleurs moments. La dernière chose que je dis toujours à ma femme ou à mes enfants au téléphone ou quand je les vois ou que je leur envoie un texto, c'est je t'aime. Je le faisais déjà avant, mais encore plus aujourd'hui. Robert soutenait qu'il n'avait rien fait de mal. Tout était de la faute d'Yvonne. Il a voulu expliquer ça aux jurés. C'est elle qui m'a poussé à la tuer. Your son Brian Olden was allowed to sit inside of the interview room with you to say goodbye. The police found that you said, "I turned evil." I turned evil. I just said in a very cold way that scared her. Le jury déclare Robert Houlton coupable de meurtre. Il est condamné à la perpétuité, sans possibilité de remise de peine. On se dit, j'ai fréquenté un véritable monstre. À mes yeux, Robert est l'incarnation du mal. Non seulement il a assassiné sa femme, mais il a essayé de sauver sa peau en se servant de son fils. C'est vraiment monstrueux, non? Le rapport d'autopsie parle d'une dizaine de coups portés à la tête. Et a priori, elle était morte au bout de 3 coups. C'était de la rage pure. Il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour faire une chose pareille. J'espère qu'il le paye très cher.